Bonjour, pour une fois je suis pas de votre côté. J'ai été mandaté pour présenter cette matinée. Alors on va la faire en deux temps. Je vais vous présenter tout à l'heure les réalisateurs. On va leur poser des questions. Vous pourrez leur poser évidemment toutes les questions que vous voulez, évidemment, c'est le concept de cette matinée. Et puis après, il y aura 3 des 4 protagonistes de cette aventure folle qui vont venir nous retrouver. Il y en a un qui ne peut pas venir. Mais avant, laissez-moi vous présenter Kevin Tesson, alors lui qui est responsable des prods françaises de Disney. Salut Kevin. Bonjour Eric. Kevin, c'est la 4e prod de Disney. En fait, c'est une drôle d'année. Vous avez cartonné en 2022. Vous avez fait beaucoup de choses pour Disney. Bah oui, effectivement, puisqu'on lance chaque semaine énormément de nouveaux contenus. Ouais. On a lancé récemment, la semaine dernière, Obi-Wan Kenobi. On lance prochainement Miss Marvel, donc sur nos labels Star Wars Marvel. Et puis en termes de production originale française, c'est Sopranos, c'est notre 4e production sur 6 annoncée. On a lancé Weekend Family avec Greg Judor, une comédie parallèle, une série fantastique, et plus récemment Ousekine. Et donc oui, une année très chargée. En fait, quand on y réfléchit, c'est quand même vachement différent ce que vous faites. C'est quoi le fil conducteur, j'ai envie de dire, en tout cas le fil rouge pour vos prods? Alors effectivement, c'est très différent puisqu'on s'adresse plus uniquement aujourd'hui à la famille sur Disney+, on s'adresse vraiment à tous les publics et on a envie d'explorer tous les formats, tous les genres. La ligne directrice, j'ai envie de dire, c'est l'ambition artistique. C'est les talents aussi, on a vraiment envie de s'associer avec des talents devant et derrière la caméra. Et puis, je pense que ce qui lie aussi toutes nos productions, c'est vraiment des productions qui parient sur l'intime qui va devenir universel. C'est le cas de Soprano, et puis c'est aussi des séries qui sont vraiment ancrées dans leur époque contemporaine, qui, j'espère, provoquent des émotions et font sens. Pourquoi Soprano ? Quand le producteur Nicolas Malod est venu nous voir avec ce projet de série sur Soprano, en fait, ça a été une évidence pour nous, pour plein de raisons. Déjà parce que Soprano, c'est la personnalité préférée des Français depuis des années, une star française incroyable qui partage des valeurs communes avec Disney. La musique aussi, le rapport de Disney et de la musique est là depuis toujours, récemment avec le Beatles Get Back par exemple sur la plateforme. Ou 2-3 McCartney pour ceux qui ont suivi l'interview incroyable avec Rick Rubin qui était ouf. Exactement. Fin de parenthèse. Exactement, et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'angle choisi, c'est-à-dire que on ne parle pas uniquement de Soprano l'artiste, c'est pas uniquement sa success story, mais c'est aussi l'histoire de 4 amis des quartiers nord qui sont passionnés de musique, liés par la musique, et qui vont ensemble braver tous les interdits pour réussir une carrière absolument incroyable. Ouais. Et c'est vraiment ça qui nous a attirés dans cette série. Comment vous intervenez? À quel moment vous intervenez? De quelle manière? Si vous aussi vous voulez intervenir, vous le dites, vous me faites un petit signe. Je ne vais pas parler toute la matinée. Comment est-ce que vous intervenez? C'est-à-dire que, évidemment, c'est l'histoire des réalisateurs, on va faire connaissance avec eux tout à l'heure, mais comment est-ce que Disney intervient dans la pré-prod, dans la production, dans le fait de raconter l'histoire? Comment ça se passe? Alors, c'est vraiment un travail qui se fait en commun, main dans la main. C'est Nicolas Valade, donc le producteur, qui est venu avec une équipe artistique et un projet autour de Soprano et de son équipe. Et ensuite, on a travaillé ensemble sur l'écriture de la série, sur le choix des archives, sur la ligne qu'on voulait donner à cette série. Donc c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main du début à la fin. Et à quel moment vous avez négocié avec Mathéo? Parce que vous comprendrez en voyant la série qu'il faut vraiment négocier avec Mathéo. Tout s'est super bien passé avec Mathéo, du début à la fin. Et voilà, non, vraiment c'était une expérience incroyable, et surtout c'est une série qui est importante pour nous parce que elle, au-delà de raconter la success story de Soprano, c'est vraiment une série qui raconte 30 ans d'évolution du hip-hop, qui raconte 30 ans de la société française et de l'évolution de l'industrie musicale. Donc c'est aussi tout ça, et il n'y a pas beaucoup d'artistes sur lesquels on peut faire 6 épisodes de 45 minutes. Ouais. Et je crois que Soprano est vraiment un de ceux sur lesquels on peut clairement. Alors Kevin, je suis obligé de te poser la question parce que tout le monde va se la poser. On va penser à Orelsan au début quand on va commencer à regarder, parce qu'on a tous vu les épisodes d'Orelsan fabriqués par son frère. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça, que c'est pas la même histoire? C'est pas du tout la même histoire. Nous, quand on a lancé la série Soprano, Orelsan, la série Orelsan, personne l'avait vu. On n'était pas encore sorti, personne ne l'avait vu. Ouais. Je crois que c'est une approche vraiment différente. C'est 2 univers totalement différents. Là, on est à Marseille, on est avec des enfants des quartiers nord. Après, c'est une histoire d'amitié. Les deux sont des histoires d'amitié.
et des histoires d'un succès incroyable. Ouais. Et si on a le même succès que Orelsan, j'en serais évidemment ravi. Oui, parce qu'en ce sens, c'est vrai, c'est l'histoire d'une bande de copains qui vont grandir ensemble, qui vont apprendre leur métier ensemble. Ça se passe dans des conditions un peu différentes. Et puis avec un traitement d'image, on en parlera avec nos 3 réals qui vont venir nous retrouver tout à l'heure, qui est complètement différent dans la manière et pas chronologique, on y reviendra avec eux. C'est quoi les prochaines productions du coup? On peut en parler? Alors, la prochaine production qu'on a déjà annoncée, c'est une série qui s'appelle Les Amateurs, qui est une comédie policière avec Vincent De Dienne et François Damiens. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions à poser à Kevin avant que je le libère pour qu'il puisse aller à ses occupations? Il y a un micro? Merci. Bonjour, Thibaut Liessi, Le Progrès. J'avais justement une question sur les prochaines productions, mais aussi sur le rythme que vous avez imprimé. Là, depuis février, on est quasiment une production française par mois. Est-ce que dans le futur, ce sera le rythme que Disney+ veut appliquer pour les productions françaises? Et est-ce que vous avez parlé donc des amateurs? Il y a également le projet d'une mini-série sur Karl Lagerfeld. Est-ce que d'autres projets sont sûrement en cours? Quand est-ce qu'ils seront annoncés? Alors, beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Mais effectivement, donc, la prochaine série, c'est Les Amateurs. Le rythme, l'idée, c'est on est ambitieux vraiment dans la fiction française, donc on continue à développer énormément de projets. Kaiser Karl est effectivement une des séries qu'on a déjà annoncées, qui est actuellement en écriture, et on annoncera prochainement beaucoup d'autres projets qui arriveront dans les mois et années à venir. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. D'autres questions? Je crois que tu peux reprendre une activité normale. Merci beaucoup. Merci Kevin. Bonne journée. Donc, les responsables de production française chez Disney. Merci beaucoup. Tiens, un seul talent. Alors je voudrais maintenant, et ça serait cool de les applaudir parce qu'ils ont fait un travail formidable, vous le verrez quand vous verrez la série, qu'on accueille Céline Jallet, Anthony Igoulen et Johan Zerbi. Bonjour à tous les 3. Bonjour Céline, Anthony, Johan. Je crois comprendre que l'idée vient de toi, Céline, au départ. Cette idée autour de Soprano. Comment ça s'est passé? En fait, moi j'ai travaillé pendant très longtemps chez TF1, Ouais. pour l'émission 50 minutes inside notamment, où j'ai accompagné Nikos sur de nombreux portraits, j'ai croisé beaucoup de personnalités, et j'ai aussi été en tournage, j'étais dans leur intimité, et Soprano est quelqu'un de totalement à part, et quand je l'ai rencontré, on a eu tout de suite un super bon feeling, ouais. Et du coup, comme ça s'est très bien passé, que j'ai ramené des bonnes images, mes rédactrices en chef m'ont envoyé faire tous les sujets de Soprano. Et une amitié est née. Et voilà, après quelques années, j'avais envie de faire quelque chose de plus profond, des formats un peu plus longs. Et il y avait une personne à laquelle je pensais, c'était Sopra. Ouais. Et Anthony travaillait avec moi et je lui en ai parlé. Et il m'a dit, mais c'est le moment, les plateformes françaises s'ouvrent aux artistes français, etc. Et donc on a commencé à écrire quelque chose. J'ai appelé Sopra, je lui ai dit, tu veux pas faire quelque chose, on y va tous les deux. Et Anto a écrit avec moi, on a été proposé à Nicolas, notre producteur, que Anto connaissait. Johan nous a rejoints aussi très vite. Et voilà, on a formé cette équipe-là. Et Sopra, lui, c'est quelqu'un qui bosse avec des gens de confiance. Ouais. Et il a vraiment besoin de ça, de connaître la personne avec qui il travaille pour se livrer, parce que c'est quelqu'un qui se livre pas comme ça non plus, même si on a l'impression qu'il est très facile dans la discussion. Et voilà, c'est né d'une amitié, d'une relation de confiance. Voilà. Alors, bon, ok, il y a le projet, vous avez un producteur, on va bientôt se retrouver chez Disney. Comment vous avez commencé à travailler? Qui me répond? Johan, Anthony? Comment est-ce que vous avez commencé à écrire cette histoire? Il a d'abord fallu rencontrer Sopra? Alors au début c'était beaucoup de documentation, on a lu pas mal de livres sur Sopra, beaucoup d'articles sur la presse et tout. Ouais. Du coup on a commencé à dresser toute une chronologie pour voir un petit peu ce qu'il pouvait avoir assez d'intéressant dans l'histoire de Soprano. Ouais. Céline très vite est venue sur ce côté, il y a un cercle d'amis autour de Soprano, il y a une histoire intéressante. C'était pas l'idée de départ, vous ne saviez pas? Assez vite en fait, parce que quand on tourne avec lui, c'est toujours la même bande, c'est toujours les mêmes potes. Je les connaissais pas trop, Jamali, Matteo, je les avais interviewés pour certains, mais je les connaissais pas trop, mais il y a toujours ce clan autour de lui. Et c'est sûr que très vite on s'est dit, bon, ok, c'est un artiste incroyable, il a réalisé des choses folles, mais il est entouré de mecs. Et moi vraiment, pour avoir tourné avec plein d'artistes, c'est des mecs normaux.
en fait. Et ils sont accueillants, ils sont normaux, c'est facile de leur parler. Et tout de suite, on s'est dit, il y a un truc un peu à part dans ce groupe. Et c'est ce qu'on a très vite voulu mettre en avant, en fait. Et donc, à partir de là, vous avez écrit le documentaire en tenant compte des trois meilleurs potes, en fait, de Sopra. Voilà, fallait les intégrer dedans. Donc on a beaucoup parlé avec Nicolas, notre producteur, pour voir comment est-ce qu'on pouvait raconter, quel genre de structure narrative, parce que du coup, on avait saisi qu'au niveau des plateformes, c'était très important, la façon de raconter une histoire, comment il fallait quitter les codes habituels du documentaire, tout en restant dans cette case, mais en apportant des éléments de fiction, de choses comme ça. Donc on a regardé un petit peu tout ce qui se passait autour, on a eu quelques inspirations, on a vu The Last Dance qui nous avait beaucoup plu avec Michael Jordan, ce côté très équipe. On a eu les références sur The Defiant Ones, le portrait croisé de Jimmy Iovine et de Dr. Dre. Donc voilà, donc après, on s'est enrichi là-dessus, et après on a rencontré Soprano en venant lui proposer cette histoire. Et après, ça a été des échanges avec eux, avec Matteo, qui nous a apporté l'idée de série. Et on se dit, en effet, il y a tellement à raconter. Parce qu'au départ, vous étiez parti sur un unitaire. Au départ, on était parti sur un projet sur Soprano, on y réfléchissait sur comment le mieux le raconter. Et justement, c'est l'avantage de ces plateformes, c'est que c'est de la diffusion non linéaire, donc on peut aller sur des formats un peu innovants. En télé, ça ne serait pas permis aujourd'hui de faire une série de 6 épisodes de 45 minutes. Vous avez des séries documentaires, mais c'est des collections avec plusieurs thèmes dedans. Là, c'était vraiment, on avait beaucoup de cette liberté. Et vu ce qui avait été fait, du coup, on a foncé dedans. Et je pense que là, d'ailleurs, il faut, je pense, parler de Disney qui quand même a eu courage. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'exemple, mais même à l'étranger, il n'y a pas beaucoup d'exemples de séries sur un artiste musical. Il n'y en a pas beaucoup. Et Disney, Nicolas Valotte avait l'intuition, tout le monde avait l'intuition en fait qu'il y avait une matière à série. Et Disney, je pense, a eu aussi le courage de se dire tiens, il faut y aller sur une série, ça mérite. Et je pense que d'ailleurs cette histoire elle prend cette dimension parce que c'est une série. Si c'était un film d'1h30, pas le temps de développer vraiment les personnalités, les caractères, l'origine de ce qui leur est arrivé, ça aurait été peut-être beaucoup plus focus sur leur célébrité, sur des choses qu'on a déjà vues. Et là, de l'envisager comme une série, et réellement avec des personnages qui se créent, qui évoluent, qui travaillent, qui bousculer des barrières, ça prend le temps aussi du coup de parler aussi de l'histoire de France, de l'histoire des quartiers nord, de l'histoire du rap. Donc je pense que c'était et à l'époque il n'y avait pas le précédent d'Orelsan, qui est quand même un projet différent parce qu'ils ont une matière d'image. Oui, alors c'est différent Orelsan parce que vous avez sans doute tous vu, c'est-à-dire c'est le matériau de son petit frère qu'il a suivi pendant des années. En vous justement, et là on va rentrer. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir dans notre conversation. Vraiment, vous faites autant de métier que moi. En fait, vous n'avez pas suivi l'ordre chronologique. On est plutôt d'ailleurs par épisode sur des personnages. Oui, c'est ça. C'était aussi là où on ne savait pas si les plateformes allaient être intéressées par la proposition, et c'est là que Disney nous a aussi suivis là-dessus. C'est que on proposait pas un portrait de Sopra, on proposait un portrait de 4 copains. Il n'y avait pas eu Orelsan, les 3 autres personnes ne les connaissent. Et donc c'était aussi se dire, est-ce que ça va intéresser, et en fait, en faisant des recherches sur eux, en les interviewant, on s'est rendu compte que c'était des vrais personnages, presque comme des personnages de fiction, avec des caractères, des particularités, et des personnages auxquels on s'attache. On connaît tous peut-être un Mej, un Matteo, un Jamal, et nous, on a vraiment appuyé là-dessus. Disney nous a suivis, Nico était aussi à fond là-dedans. On voulait vraiment ce côté un peu fictionnel de on s'attache aux gens, et c'est pas, en fait, et presque... Soprano est presque effacé par ce groupe en fait. C'est assez étonnant parce que moi ce que j'ai ressenti c'est qu'il est même fragile, peut-être un peu plus fragile que les autres parfois. Mais souvent l'amitié ça raconte quand même, je pense qu'on connaît tout ça, moi si je vous présente un ami à moi, ça va me raconter aussi, parce que c'est aussi ça cette vertu, c'est que on ne connaît pas les amis de Sopra pour l'instant, on va les connaître très bien maintenant après la série, mais en creux ils racontent beaucoup de Sopra. On se rend compte que Sopra, s'il est capable d'être ami avec un Mej, avec un Matteo, c'est ce que ça le raconte aussi. Et donc c'était ça aussi l'objectif de dire, donc, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, chaque épisode, le premier épisode commence sur le backstory, l'histoire de Sopra depuis qu'il naît. Et puis ensuite, le deuxième épisode, on en apprend plus sur celui qui va être son DJ, producteur, Mej. Puis après, le big boss
vrai Mathéo. Et voilà, et comme ça, par épisode, on traverse leur histoire et avec des focus sur chacun des amis. Alors, Sopra, il a l'habitude de faire des interviews. Mais les autres, comment vous les avez cuisinés? Ben, en fait, le plus dur à interviewer, c'était Sopra. Mais non. Bah, si. Pourquoi? Parce qu'en fait, Sopra, il a l'habitude, donc il est plus dans un... Ouais, c'est dans le contrôle. Il a plus des phrases, bah, c'est normal, hein, mécaniques aussi d'interview, en fait. Alors que les trois autres, ils sont hyper nature, ils étaient beaucoup moins dans le contrôle, dans la réflexion de ce qu'ils disaient. Alors, pour certains, c'était pas facile de se retrouver face à une caméra et d'être à l'aise et de se raconter dans l'intimité, etc. Après, on a quand même, avant les interviews filmées, moi j'ai passé une dizaine d'heures, voire 15 heures au téléphone avec chacun d'entre eux. On s'en est parlé, on a préparé tout ça ensemble et on l'a fait comme une discussion en fait. C'était de très longues interviews, 2 sessions de très longues interviews. Et après, je pense une journée en tout 2 jours du coup par personnage. Par personnage. Et je pense qu'après ils ont je l'espère, un peu oublié qu'il y avait la caméra et on s'est raconté. Et finalement, ils sont très surprenants, moi je trouve, les trois autres. Et Sopra, moi j'ai eu du mal. Je le connais bien, mais j'ai eu du mal parce qu'il veut protéger tous ceux qui l'entourent, donc il fait attention à chacun de ses mots. C'est normal, il est hyper exposé et tout, mais c'était mon défi, c'était plus Sopra que les autres finalement. Il y a une star dans ce documentaire, c'est Marseille en fait. C'est un personnage à part dans l'histoire de Soprano et dans l'histoire de cette bande de potes. Comment, alors déjà, vous êtes de Marseille, vous, ou pas du tout? Bien sûr. Comment est-ce que vous avez été accueilli à Marseille? Est-ce que genre le mot de passe Sopra, ça... Ouais, carrément, oui. Ça facilite beaucoup de choses. On est quand même chambré sur le Paris Saint-Germain et tout ça. Ouais, logique. Ça, c'est tout à fait logique. Non mais c'est vrai, il a fallu aussi décrire ce qu'était ce Marseille parce que ce documentaire en fait ça raconte une trentaine d'années dans l'histoire du rap mais aussi dans notre histoire de France à nous. On parle des quartiers nord de Marseille, de ce jeune Comorien dont d'ailleurs c'est mignon, je connaissais pas l'histoire. J'en parlerai avec lui, mais son papa qui fait la gueule la première fois qu'il entend la radio. Quoi. Bon, bref, il y a le personnage, donc il y a ces personnages-là. Et ensuite, comment vous avez fait pour trouver les images d'archives d'époque? Alors pour les archives, ça a été un gros travail d'investigation parce qu'en effet, il a fallu retourner donc Marseille. Sauf que là, Marseille, justement, on a une grande chance, c'est que c'est un petit village, donc tout le monde se connaît. Il faut aller voir tous les cercles, que ce soit les cercles de Maison de la Jeunesse et de la Culture, que ce soit les cercles de photographes, les premières personnes qui l'ont filmé. Donc on cherchait, on avait un nom, et puis on demandait, on fait « Ah, tu connais cette personne? Oui, oui, bah tiens, j'ai son numéro. » On l'appelait, et là, on venait voir, et on découvrait un peu les images d'archives. Donc dans un premier temps, il y avait vraiment toute une partie de recherche qui était basée sur ce qu'on voulait raconter, vu qu'on avait quand même déjà bien travaillé en amont notre déroulé de documentaire. Et après, il y a eu des petites pépites qu'on a trouvées, et on s'est dit « Ah, ça c'est bien. Ça, on ne le savait pas, faut qu'on le raconte. » Donc on a creusé, on a cherché, et puis une archive nous a amené sur une personne, on s'est dit « Ah, bah telle personne serait bien dans le documentaire. » Donc on a avancé comme ça, et on a eu une quantité d'archives, des archives inédites qu'on n'a jamais vues. Même Soprano avait jamais vu. Des archives en mini-DV, c'est des cassettes, hein. Donc quand on se retrouve avec un sac. J'ai racheté tous les modèles de caméscope. On ne savait pas ce qu'il y avait dessus, hein, donc il fallait tout garder. Et Anto était aidé du frère de Sopra, qui est Diego. Et donc c'était un peu notre infiltré sur place qui nous a fait retrouver Tonton Jeff qui est dans le documentaire. Qui lui aurait pu filmer, il aurait pu faire un Orelsan aussi. Il avait vachement de matos. Oui, c'est vrai que c'est la différence avec Orelsan, c'est que toutes les archives, on a dû aller chercher aux 4 coins de Marseille, voire de France et même du monde, parce que Céline a été tournée aux Comores, c'est là-bas où on a cherché dans la maison de la maman de Soprano, les photos d'enfance. La maîtresse de Soprano, qu'on a dans le premier épisode, pareil, c'est une dame qu'on n'a jamais vue, qu'on a mis 3 mois à retrouver et qui nous a sorti une histoire géniale d'une maîtresse qui leur donne envie de poésie. Voilà, et qui m'a sorti, ah bah regarde, j'ai des photos d'une classe verte de CE2 de Soprano. Ah, quand j'ai montré à Soprano, il était... Après on rigole et tout des comparaisons avec d'autres séries, mais il y a quand même un truc important, c'est que, je crois que d'ailleurs Soprano était prévenu dès le début, c'est qu'ils viennent des quartiers nord, hein, on parle de gens qui sont transfuges de classe, qui ont dû renverser les barrières toute leur carrière en fait. Ouais. Et du coup, en vrai, c'est nous... On peut parler d'autres artistes qui ont grandi dans d'autres peut-être un tout petit peu plus de facilité de ça, ils ont plus d'images en fait. Ça
nous paraît tous évident. Il y avait moins de sous, évidemment, c'était pas les moyens. Voilà, et pas les moyens de forcément tout filmer, d'avoir des caméras à 12 ans. Donc tout est beaucoup plus rare, tout est beaucoup plus... Ouais, c'est assez bouleversant d'ailleurs au tout début du reportage quand Sopra se raconte et qu'il dit bah, il y a des jours où on ne peut pas se doucher parce que couper l'eau dans la cité, etc. Oui, je suppose qu'il y a donc moins de matériel. Oui, forcément, les moins de photos, c'est pas l'évidence, on n'a pas des appareils partout, il faut se remettre à l'époque, c'est cher les matériels de caméra, c'est cher les cassettes, c'est cher les photos, donc il y a des images, j'ai beaucoup d'images et on peut la faire un malade pour tout trouver, mais c'est aussi ça ce que ça raconte, c'est pas une disponibilité de partout, et chez des gars qui pourtant malgré ça, à 12-13 ans, essayaient déjà de se dire il faut trouver le moindre matos possible pour s'enregistrer pendant qu'on fait un premier freestyle. Il y a des freestyles, des 94, le premier c'est 94. J'ai une question. Pardon, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter qu'en effet, là où on a un peu halluciné, c'est qu'en effet, par exemple, ne serait-ce que pour trouver des photos de des parents, on en a peut-être trouvé 3, quoi. Et en fait, ils ont pas de... Enfin voilà, et pourtant ils se sont démenés, on a fouillé aux Comores et il y avait pas grand-chose. Donc on est content, en effet, de la... Oui, et puis on est sur une période où justement, on raconte 30 ans d'histoire, donc il y a une évolution des formats. Donc on est passé de la VHS au numérique, et tout n'a pas été numérisé, donc on est obligé de rechercher l'original qui est dans le carton du grenier de la maîtresse ou de la prof de musique. Et voilà, et après il faut retrouver en effet les appareils pour visionner ça. Mais on a trouvé des vraies pépites. Il existe pour de vrai ce petit appareil blanc là, une espèce de caméra blanche qu'on voit, qui devait être celle de Soprano quand ils étaient à New York ou pas? Tu l'as vu ou pas? Ah oui, ça c'est Mèche qui a filmé, parce que donc, dans toutes les archives, il y a vraiment des archives filmées par des gens extérieurs, enfin, qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours, et il y a beaucoup d'archives personnelles, où Mèche était avec Salmi DV, où ils partent en vacances à New York, et se filment pendant une semaine à New York, en train de découvrir l'Amérique. On a une première question. Bonjour, Marc Choquet pour Chéri FM. Déjà, merci et bravo, parce que j'ai passé un bon moment. Vraiment, j'ai eu la chance d'être contrairement d'avoir presque tout vu. Il m'en manque que 2, je suis honnête, je vais être totalement transparent. Et c'est le meilleur, c'est les meilleurs. Oui, je sais, ne racontez pas la fin, surtout, vraiment, je peux pas savoir. Pardon, je parle d'abord. La fin. Non, ce que je voulais savoir, c'est que une fois que le projet a été fini, voilà, dans quelles conditions, dans quel contexte, eux ont-ils vu leur vie? Est-ce qu'ils ont même appris des choses sur eux-mêmes, même si on a une amitié de 30 ans, etc. C'est toujours intéressant de savoir, est-ce que vous étiez dans une petite salle privée entre vous tous? Vous avez dû avoir certainement des réactions, des rires, des pleurs, enfin des témoignages. Donc quel a été le ressenti, évidemment, à la finalité de ce magnifique projet? Merci. Bah déjà, ça a commencé par les premières interviews, ne serait-ce que les interviews téléphoniques, on les a fait aller chercher au fond d'eux. Et certains me disaient, voilà, ça remue. Enfin, on voyait que pour certains, ça pouvait remuer des choses parce que mine de rien, voilà, on allait creuser et tout ça. Donc déjà, je pense que même la première phase d'interview avant le tournage a été voilà, riche. Hein. Je dirais pas une psychanalyse parce que je suis pas psy, et on n'est pas psy. Pas loin, hein. Mais on est allé en profondeur. Ils se sont beaucoup livrés. Après, on a choisi ou non de sortir certaines choses qui étaient peut-être trop intimes ou autres, mais voilà. Et après, quand on a visionné la série, on l'a fait en plusieurs étapes. Parce qu'ils sont coproducteurs aussi, et puis on avait envie d'avoir leur avis assez rapidement. Donc en fait, on leur a pas montré le produit fini au dernier moment, mais Sopra, c'est à eux qu'il faudrait leur demander. Sopra, lui, il se protège toujours, donc c'est très difficile de voir ce qu'il ressent. Mais j'ai eu l'impression quand même que ils étaient étonnés de voir comment leur histoire pouvait paraître sur grand écran. Je pense qu'ils utilisaient, en vrai, on va le dire, je pense que comme c'est une histoire de 4 bonhommes quand même, on sait ce que c'est l'amitié entre mecs, où il y a beaucoup de sous-entendus, on se dit pas les choses, même si on les pense. On ne dit pas je t'aime entre mecs. Hein? Tu peux préciser s'il te plaît? On ne dit pas je t'aime entre mecs. Mais dans la série, ça permettait ça aussi, de se parler par l'intermédiaire de caméra, de dire des mots qu'on ne dit pas forcément toujours. Voilà. Et c'est vrai que Sopra... J'ai eu cette sensation. Oui, Sopra, à un moment, m'a dit, quand Vincenzo est en larmes dans un épisode et se livre comme... par exemple, sur la mort de Sia, ils n'en ont jamais parlé entre eux, en fait. C'est quand même dingue. Et là, en fait, ils nous en parlent tous, chacun. Et donc ça, je sais que ça les a beaucoup touchés de savoir ce que chacun avait ressenti, parce qu'ils ont une pudeur, quelque chose qui fait qu'ils ne se sont pas parlé. Ils savent qu'ils sont là les uns pour les autres. Donc là, je sais que ça les a beaucoup touchés de voir l'émotion de certains dans ce documentaire. On a une question.
Bonjour, Damien Dalla-Signora pour DCU. Bon, déjà félicitations pour la série parce que franchement j'ai bien aimé parce que ça part du prisme, enfin ça part de Soprano et en fait le zoom recule et il y a un côté très sociologique sur l'histoire de France, l'histoire du rap. Et du coup, est-ce que dès le début c'était votre attention ou vous étiez parti sur quelque chose de très musical et en fait l'histoire de ces 4 bonhommes du coup vous a fait changer le prisme et la ligne directrice du documentaire? En fait, dès le début, la chance qu'on a, c'est que Soprano, c'est un artiste aujourd'hui qui a 42 ans, donc qui raconte en effet 30 ans d'histoire. Donc très très vite, on s'est rendu compte, en faisant notre chronologie au départ, qu'il y avait quelque chose avec la chronologie de l'évolution du rap, avec l'arrivée dans les années 80, l'évolution jusqu'aux années 90, et puis ce que c'est devenu aujourd'hui en se transformant en pop urbaine. Donc ça, très vite, on s'en est rendu compte. Et après, pareil, pour raconter cette histoire, il fallait des marqueurs sociaux très forts pour que les gens se repèrent comment, où on en est, et comprendre aussi leur évolution, parce que, comme on explique avec Zinedine Zidane en 98, ça fait un vrai déclic dans cette génération. C'est souvent une phrase accessoire qu'on entend, la génération Black Blamber. Il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé dans les cités à cette époque. Donc la crise du disque, quand ils lancent leur premier album, c'est très important aussi dans leur évolution, sur comment rebondir, et puis ça raconte justement le côté comment je me débrouille, comment je réagis, donc ça raconte vraiment leur personnalité. Et donc pour nous, c'était logique que tout ça fasse qu'un seul puzzle à l'arrivée. Je pense qu'il faut rendre aussi à producteur Nicolas Valode, Disney aussi, qui, je pense que toute la volonté, c'était, enfin Kevin, la discussion avec Kevin, ça, la volonté, au départ, c'était pas de... Il y a eu beaucoup de films de précédents sur des films d'artistes, et il y avait un peu cette impression que c'était parfois des fan-films. Ouais. Voilà, on est à fond sur juste un artiste. Là, je pense que pour prendre toute la dimension populaire de Sopra, c'est évident qu'il fallait regarder de plus loin, de voir ce que ça raconte sur la France, sur Marseille, sur les quartiers nord, sur l'immigration comorienne, évidemment sur le rap, et je pense que c'était un peu même la condition pour tous, parce que moi, perso, je trouve ça très intéressant de s'intéresser juste à les affres d'un artiste qui est face à sa célébrité, tout ça. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Donc c'est vraiment ce qui rend passionnant cette série, c'est qu'elle prend une dimension, ils sont beaucoup plus symboliques qu'ils ne paraissent. C'est Capodon. Oui, puis c'est quelque chose qui est assez indissociable de la carrière de Soprano sur son évolution dans ses textes. C'est toujours en raccord avec la société, avec l'évolution. Donc c'est pour ça que c'était inévitable de passer par ça. Et en effet, Disney nous a suivis et nous a même poussé encore plus à dire mais allez-y, connectez à la France, qu'on comprenne pourquoi. Donc c'était assez intéressant de travailler là-dessus, de trouver des passerelles. On voulait que ce soit universel en fait, que ce soit une histoire de France, une histoire d'amitié à laquelle n'importe qui peut s'attacher, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique de Soprano en fait. Et tout le monde aime. Non, mais c'est vrai qu'elle est corrélée en plus, moi je me suis rendu compte de ça en regardant le film, avec la montée du Front National, avec ce jeune Comorien qui a l'âge de Soprano, qui se retrouve assassiné par un colleur d'affiche du Front National, et lui qui dit bah, ça aurait pu être moi, etc. Et tout ça vous l'avez collé avec les éléments de l'histoire de France. C'était un peu à sa demande ça. Non, je pense que c'est l'avantage d'une... donc Céline disait tout à l'heure, c'est une coproduction, ouais. Et c'est l'avantage que... souvent Nicolas, le producteur, répète souvent cette phrase que du coup je reprends à mon compte, on ne peut pas se faire rire soi-même en se chatouillant. Je pense que forcément, on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous... de comment on s'insère dans l'histoire. Ouais. Ça, c'est vraiment notre regard de documentariste, c'est de construire une histoire, de voir à quel point il y a des connexions. Ouais. Eux, peut-être pas forcément, ne se rendent pas compte qu'ils prennent une dimension beaucoup plus forte que ce qu'ils ne sont. Quoi. Eux, ils sont dans leur histoire, dans leur essayer de marcher, essayer de sortir leur disque, ça. Et puis, nous, toutes ces corrélations, ça a été fait. On a fait un gros travail de faire des grosses timelines comme ça, pour voir où ça se reconnectait. Il y a des choses, même des choses qu'on n'a pas réussi dans l'histoire, parce que l'important sur une série comme ça, c'est que nous, en tout cas, nous, ce qui est important, c'est qu'il y a un storytelling très fort qu'on l'a jamais. Et il y avait des moments, on en parlait, on pensait que... On pouvait parler aussi des émeutes de 2005, par exemple, on n'a pas réussi à les connecter, mais je pense que tout ça, tout le reste, on a essayé, évidemment les attentes au Bataclan, le FN en 95, pendant la campagne présidentielle, avec ses couleurs d'affiche FN, ouais. Et puis encore une fois, pareil, ça rentre dans une petite ligne éditoriale, c'est pas anodin, si il y a eu Ousekine il n'y a pas longtemps sur Disney, ouais, aujourd'hui ça parle de ça, il y a aussi la volonté d'avoir des séries, que ce soit doc ou fiction, qui s'ancrent dans une réalité sociale quoi, de la France. On parle des guests. Qui a ouvert son carnet d'adresse? Bah c'est Sopra, hein. Et la team surtout. Ouais.
Bah en fait, tu parles de Zidane. Je parle de Zidane, mais Ouais. je parle aussi, pour le coup, d'une de mes idoles qui est Akhenaton, qui est un type super important dans le rap. Ça d'ailleurs, c'est vachement mignon, les garçons me le raconteront, mais quand, à un moment, c'est sur une fin d'épisode, il y a le coup de fil qui a changé ma vie, et c'est le coup de fil d'Akhenaton. Comment vous les avez, je veux dire, comment ils voient toute cette équipe de 4 garçons, Zidane, évidemment, on va y revenir, mais Akhenaton, toute cette bande. Bah, ils font pas. Enfin, comme disait Anto, Marseille, c'est un village. Ils se connaissent tous. Sopra, mais pas seulement Sopra, Matteo, Jamal, Mej, ils ont tous traîné à la Cosca, la maison de production, les studios d'Akhenaton. Donc en fait, ils se connaissent tous. Et c'est eux, quand on a dit soprano, de toute façon, quand on dit soprano, c'est comme un nom de code. Hein. Là-bas, tu dis soprano, tout le monde t'ouvre les portes, tout le monde dit ok. Donc c'est facile. Hein, c'était... Pour le coup, ça a été le truc super cool, c'est que même Zidane, qui ne parle jamais, qui est hyper. Quand on a dit soprano, il était. Ouais, il a même pas hésité une seule seconde en fait. Il y a un truc, je sais pas, il dégage quelque chose, il renvoie quelque chose aux gens, je sais pas. Je pense qu'il y a un vrai respect en fait de ce que les 4 ont accompli dans Marseille et que tout le monde les regarde en se disant bah oui, eux ils s'en sont sortis, c'est des modèles, il faut qu'on en parle, c'est positif. Et tout le monde à Marseille est derrière ce discours en fait. Et parce que il y a ce souci de vouloir prendre soin du minot, du prochain, donc de montrer l'exemple. Et il y a du coup une espèce d'unité autour de ce projet. Et donc du coup, c'était assez... Le rap marseillais est quand même pas trop basé sur des gros clashs. Ils sont très parisiens. Chez nous, ici, oui, ils sont comme ça. À Marseille, il y a une vraie solidarité. Le rap marseillais fonctionne beaucoup comme ça. Ils sont tous... ils s'entraident, ils font tous des feats entre eux. Et donc là, je pense que Sopra, c'est aussi l'avantage de ce genre de coproduction, entre guillemets, c'est que tout de suite, s'ils partaient sur le projet, il fallait qu'il ouvre à ceux à qui on voulait parler. Ouais. Parce qu'on n'a pas voulu parler à tout le monde. Oui, on a fait des choix. Ouais. Ah oui, parce que... On voulait pas non plus, c'est à l'image des fandocs, parfois c'est un panel de célébrités, tous les copains de Sopra dans le milieu qui vont raconter sa vie. Nous, on voulait pas ça. Nous, c'est pour ça qu'on a pris Zidane parce qu'il avait il est dans l'histoire. Il est dans l'histoire et à un moment donné, quand il vient dans sa loge à ce moment-là, pour pas spoiler, voilà, il se passe quelque chose. En fait, on s'est pas dit on veut Zidane pour l'affiche Zidane. Mais c'est même super bien raconté la manière dont Zidane change la vie de ses mômes aussi en 98, parce qu'il dit voilà, nous on est quasiment de l'immeuble à côté, j'exagère, mais et puis lui il peut changer le monde, donc pourquoi pas nous aussi. Il est l'impulsion de départ avant même cette scène justement, non? Nous, justement, ce qui était important dans l'écriture du documentaire, c'est qu'on voulait vraiment construire cet arbre de j'ai rencontré telle personne à tel endroit, il m'a amené là. Et puis après, j'ai rencontré cette personne, il m'a amené là. Donc par exemple, quand on parle de France 98, on n'interviewe pas Zidane sur France 98. Parce qu'à ce moment-là, Zidane, c'est une idole qui est dans l'écran de télé. Donc on n'a pas, dans notre construction narrative, à avoir Zidane en interview. Ça va arriver beaucoup plus tard, quand Soprano va rencontrer Zidane, où là, il va y avoir le contact et justement des choses à raconter sur cette rencontre. Et on n'est pas dans, justement, Zidane était dans le doc, il va raconter comment il a vécu, lui, sa Coupe du Monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment eux, les 4, ont vécu la Coupe du Monde, pas Zidane. Oui, et donc, c'est... Et ça, c'est les astuces, c'est un peu ce qui est en train de tout modifier sur l'écriture documentaire, c'est ce savoir-faire des plateformes, c'est d'insérer une écriture en termes de narration de fiction. Et donc, dans une écriture de fiction, quand on regarde une série, il y a un personnage, on nous donne une petite clé au début, avant d'ouvrir la porte, on nous donne juste une petite indice. Peut-être que 2-3 épisodes plus tard, ça va nous révéler. Donc là, c'était un peu ça. On a commencé à écrire un peu différemment, sous l'impulsion de Disney, qui nous a beaucoup aidé. C'est de se dire, il fallait mettre des petites clés dès le premier épisode, pour que ça se révèle vraiment. Plus tard, quand Zidane revient... Avec des cliffhangers, vous êtes fort à ça. Beaucoup de cliffhangers. Je vais me coucher tôt. À chaque fois, il y a la fin de l'épisode et boum. Je crois que ça se binge cette série, hein, vraiment. Est-ce que vous avez des questions à poser, les amis? Oui. Bonjour, Thierry Dac du Parisien. Je l'avais dit, ils sont coproducteurs. Est-ce que du coup, ils ont posé leurs conditions? Il y a des choses qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils vous ont refusé? Est-ce qu'ils ont mis des limites? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un documentaire aussi long, une série contre les gens. On ne peut pas l'imposer, donc forcément, ça a été toujours une grosse discussion. Il n'y a pas vraiment eu de non, parce que c'est le travail, il y a une sorte de contrat moral, au-delà du contrat pro ou pas. Il y a toujours un contrat moral quand on filme un artiste.
Nous, on a tous déjà fait des docs sur d'autres rappeurs où il n'y avait pas de contrat de copro, et c'était finalement la même chose. On discute longtemps en disant est-ce qu'on veut aller là-dedans, est-ce qu'on veut parler là-dedans. Nous, on pense que c'est vraiment important de parler de ça. Donc ça a été beaucoup de discussions en amont. Il n'y a eu en fait pas vraiment de choses qui... Non, je crois pas qu'il y ait eu... Non, après, c'est filmé peut-être des... Non. Les enfants... Ouais, non, oui, il y avait des choses il y avait évidemment, en fait, il y a toujours Sopra et la team, ils sont comme ça, ils ont aussi envie de protéger les gens qui les entourent. Donc, nous, par exemple, une des discussions qu'on a eues, c'était sur montrer sa famille ou non à Sopra. Et lui, il disait, bah moi, j'ai envie de les protéger. Et en même temps, et là, c'est là qu'on a eu un débat, on s'est dit, bah ok, mais tu n'es pas qu'un chanteur dans cette série. On fait pas, toujours dans l'idée de ne pas faire un fan, on raconte pas que l'artiste Sopra. Donc on a besoin de te voir en tant que papa, de tout ça. Et du coup, on a réussi d'une manière un peu plus subtile, sans avoir une vraie séquence. Il n'y a pas de gros plan, mais on voit ses enfants. Et on sent qu'ils sont là. Voilà. Il y a une petite scène de complicité qui est assez mignonne. Et on se dit, ça suffit. Ils nous donnaient un petit peu. On a accepté aussi, parce que voilà, comme dit Johan, on ne fait pas contre. Mais je vais un peu plus loin, est-ce que vous-même vous êtes interdit des trucs? Non, en fait, il fallait que ça rentre dans l'histoire. Donc là, nous, on trouvait ça important dans l'histoire, parce que ça raconte Sopra. Donc pour vous dévoiler, Sopra, à un moment dans sa vie, elle n'est pas bien du tout. Et il se trouve que de ce qu'il a dit, de ce que tout le monde disait, c'est aussi la famille et le fait qu'il a rencontré sa femme et qu'il a eu ses enfants qui l'a vachement porté sur autre chose et sur sortir des affres de l'artiste. Et donc c'est important pour l'histoire. Il fallait que ça raconte, parce que c'est vraiment la chose primordiale pour lui, pour qu'il avance et qu'il aille mieux. Donc on a trouvé une solution pour le filmer et que ça rentre dans quelque chose qui sont, lui protège ses enfants qui ne sont pas encore majeurs, c'est normal. Donc souvent, c'est pas interdit les choses, il fallait que ça rentre dans l'histoire, que ça c'était pas du tout une série people, donc on n'a pas intérêt à filmer des choses, on va raconter des choses juste parce que c'est cool d'entendre Sopra parler de ça, quoi. Il fallait que ça soit une histoire. Après, juste pour finir sur la coproduction, ce qui est aujourd'hui très important, c'est que Soprano, on avait besoin de lui. Il fallait qu'il soit très disponible pour notre série. On était sur 6 épisodes, il y avait beaucoup de temps de tournage. Et donc, il fallait une implication. Et donc, à partir du moment où la coproduction devient intéressante. Et aussi pour tout ce qui est les archives, pour avoir une implication maximum. D'autres questions? Enfin, les dernières, après, on va vous installer. Il y a les vrais stars qui arrivent. Les vedettes arrivent. Oui. Bonjour. Jérémy Walka chez Seriously. C'est une question que je me pose quand on fait des grands reportages comme ça sur les artistes, sur des rappeurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine peur de présenter quelque chose de mauvais, par exemple, sur la vie, ou peut-être toujours faire des retours, avoir des retours du rappeur en question? Là, pour le coup, comme on disait tout à l'heure, on a discuté pendant des heures et des heures avec eux. Donc on l'a écrit nous, hein, et on leur a présenté, et il y a eu des débats, des discussions. Donc on savait qu'on n'allait pas dans une direction qui pouvait ne pas leur plaire. En fait, ils ont suivi tout au long du projet ce qu'on racontait. Après, l'avantage, c'est c'est pas une série sur Joey Star. Oui. Ouais. C'est Soprano, hein. Il y a pas. Soprano, c'est un mec bien, c'est un mec qui a eu des affres, c'est pas facile dans sa vie et tout, mais il y a peu de choses dans lesquelles on pourrait rentrer qui seraient un peu. Serait beaucoup plus difficile. Il vous a manqué un truc au final. Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans cette série avec le recul? Je sais pas. Non, je sais. Il y a plus d'archives de. Oui, j'ai trouvé une petite photo de Soprano qui dansait. Sur des archives après que ça m'a fait chier ça. Il y a une photo qui m'a échappé. Puis c'était tourné aussi un peu post-Covid, donc il y a eu des moments, il y avait peut-être des scènes qui étaient prévues. Enfin, des scènes. C'est-à-dire qu'on a tourné en espérant qu'il se passe des choses par rapport à leur planning et qu'il allait prévoir. Il y a des moments où ils devaient partir à New York, voilà, on peut plus le faire. Ce qui était un peu difficile, c'était de tourner avec les masques aussi. Alors le truc cool, c'est qu'à Marseille, ils portent pas trop de masques. Mais on a filmé, parfois on filmait les rues et c'est très connoté Covid, tout ça. Donc ça a été un peu la difficulté d'essayer de pas dater trop ce moment, quoi. C'est le moment où il faut que tu balances là. Ouais, je pense qu'ils sont prêts. Merci beaucoup Céline, Anthony. Merci beaucoup. Cool. Merci, c'est super. Je suis ravi d'avoir été à vos côtés.
on les accueille.